Alors, Le Monde après nous, c'est le film de Sam Esmail, c'est son premier vrai long métrage et on va dire que Sam Esmail, c'est le mec qui a fait Mister Robot, une série que je ne connais absolument pas, donc c'était ma première incursion dans son univers, Le Monde après nous, sur Netflix, arrivé sans vraiment s'annoncer, et pourtant c'est un sacré thriller apocalyptique, pas post-apocalyptique, pardon, apocalyptique tout court, on est en plein dans une apocalypse. Les gars, une petite phrase d'accroche, on va commencer par toi Nono. Eh ben moi, vu que je l'ai vu hier soir, je n'ai absolument pas eu le temps de trouver une phrase d'accroche, donc je vais plutôt plagier celle d'un grand homme et dire pourquoi aller au cinéma quand on peut avoir la télé dans son bunker. C'est pas mal. Sans vouloir faire le bon élève, Guillaume, mais c'est vrai qu'il n'a pas de phrase d'accroche. J'en ai deux. J'en ai deux aussi. Il m'a volé la mienne. C'est cool. Ma première était la signature S-Mail, mais c'est tellement kitsch et ringard. Putain, je l'avais pas en plus. Ok, ouais. Ma deuxième est en fait, Guillaume avait raison. Oh là là, j'adore quand ça commence comme ça. C'est exactement. Ça s'appelle brosser dans le sens de me brosser dans le sens du poil plutôt. Moi, j'avais deux taglines. Alors la moins sérieuse, c'est vous savez ce qui est pire que d'avoir les dents qui tombent sans explication, ne pas avoir une scène de sexe entre Julia Roberts et Mahershala Ali. Et là, ça, j'ai trouvé ça horrible qu'ils ne le fassent pas. Mais la vraie tagline que je vais choisir, c'est but de Netflix contre son camp. Spoiler alerte, l'émission Jim meurt à la fin. Qu'est-ce qu'on en a pensé, Floris? Je crois que tu as vu déjà un petit peu plus que moi l'œuvre de Sam Esmail avant, donc avec notamment Mister Robot. Toi, t'aimes beaucoup cette Ouais, série? j'ai été surpris que tu ne l'aies pas vu, mais du coup, là, je pense que le bonheur, ou en tout cas la surprise de découvrir l'univers Sam Esmail quand on n'a pas été confronté du tout à cette manière très particulière de réaliser, doit être une incursion un peu violente et un peu perturbante, parce que pour le coup, on retrouve dans Le Monde après nous, globalement, tout ce qui a fait Sam Esmail dans Mister Robot, et plus encore, je crois, dans Homecoming, qui est la série qui mettait déjà en scène Julia Roberts, dans un univers tout aussi particulier que le retour de soldats après-guerre, avec toujours des thématiques très fortes qu'on va retrouver dans ce film-là aussi, que sont la technologie et la dépendance de l'homme à cette technologie, traitées de manière très différente dans Mister Robot, mais qui pour le coup est vraiment une série que je conseille tellement que c'est une des rares séries dont je n'ai pas encore vu les dernières saisons, tellement je l'aime, oui, que je t'as pas veux me envie les que ça garder plus tard, je n'ai pas envie Ouais. que ça s'arrête. Moi, je connais ça. Et du coup, j'ai vu la 1 et la 2 qui est tout aussi surprenante parce que c'est des séries dans lesquelles il se passe pas mal de choses. Et pour le coup, j'ai pas envie de la spoiler, mais il y a vraiment des choses à voir jusqu'au bout. Et je crois qu'elle finit bien cette série. Enfin, en tout cas, il n'y a pas de saison faible. Donc j'ai hâte de découvrir la fin. Et en tout cas, Sam Esmail est un réalisateur qui m'avait marqué par sa capacité à installer dès le premier plan, même dès le premier plan en noir et blanc de générique, une patte très très particulière, une manière de raconter les histoires très C'est particulière. une mise en scène, on dirait ostentatoire, car on voit qu'il fait de la mise en scène. Mm. Nono, qu'est-ce que tu as pensé de ce film en rentrons dans le vif du sujet? Moi j'ai bien aimé, j'ai vraiment bien aimé, ce qui n'était pas vraiment gagné au début parce que tu comprends assez vite que on va traiter de ce sujet-là, qu'on nous rabâche un peu tout le temps, limite à ce qu'il en devient chiant, le côté reconnectez-vous avec le réel, déconnectez-vous un peu de vos smartphones et compagnie. Mais le film est tellement bien construit que j'ai passé ça outre assez vite pour rentrer dedans et j'ai vraiment apprécié, ouais. Ouais, J'ai vraiment adoré, j'ai adoré ce film. Ouais. Qu'est-ce que tu as ressenti en termes d'émotions pures dans ce film? Parce que je trouve qu'on touche à beaucoup, beaucoup d'émotions. On touche à beaucoup, beaucoup d'émotions qui sont principalement amenées par la musique, je trouve. T'as quand même énormément de scènes où il se passe des choses lambda, mais t'as cette musique cringe qui te dit il va se passer un truc à tout moment. Totalement. Alors que pas forcément d'ailleurs. Et moi Je suis c'était vraiment moyen cette d'accord sur tension. que la musique, c'est pas, je pense Le que sound design c'est, aussi, c'est hein. tout. Je pense que tout dans ce film, Oui, c'est pour moi typique des films qui sont dont les auteurs, même si c'est inspiré d'un bouquin, sont également les réalisateurs, où tu vois qu'il a été écrit par quelqu'un qui maîtrise à 100% sa caméra et ce qu'il est possible ou impossible de faire avec. Et pour le coup, je trouve que la musique, c'est quelques petites notes et des trucs comme ça, mais enfin. Tout est fait pour que tu sois mal à l'aise alors qu'il ne se passe rien. Je trouve que la scène, un peu, pas d'ouverture, mais celle qui avait fait la bande-annonce de Netflix, qui est la scène sur la plage, est un monument du fait que une famille à la plage à qui il ne se passe rien, c'est un paysage qui est tout simple, tout beau, etc. Épuré, hein, en plus. Il n'y Vraiment a épuré. rien Ouais. qui va dans la manière de réaliser, et donc du coup, et évidemment le sound design vient en renfort de tout ça, comme il n'y a rien qui va dans la manière de réaliser,
tu te doutes que quelque chose ne va pas, et c'est un peu comme ça dans tout le film. En fait, il se passe pas grand-chose, mais on sait que quelque chose ne va pas. Et ouais, il y a une autre scène Ouais, vas-y, je t'en pareil, prie. c'est quand la famille se barre la première fois où la famille essaie de rentrer en ville. Du coup, il y a George et sa fille qui restent devant la maison. Et il y a Ah une oui. scène où Oui, la cam ne bouge pas. la cam ne bouge pas, Ouais, ils sont ils sont là. croupés, Bas comme cadre. si on filmait surtout ce qui allait se passer dans le fond. Oui, tout à fait. Il ne se Mais passe rien, mais tu te dis à tout moment il peut se passer un truc. et puis ça installe du malaise en fait. Toute Exactement, sa mise du en malaise. scène est là pour t'installer, te faire ressentir du malaise, Et mais vraiment. sur cette scène, des fois, je me incroyable. pose la question, quelle est la limite dans Sam Esmail, dans ce qu'il a envie de faire pour s'amuser parce que ça lui fait plaisir et qu'il le ressent comme ça, et quel est l'apport au message, etc. Mais après, tu peux trouver, enfin, c'est toujours difficile de savoir si ça a réellement du sens ou pas dans la scène que tu donnes, où en fait, c'est dans n'importe quel film normal, c'est un plan de grue qui monte et on Oui, dit adieu bien sûr, parce ouais. que c'est un adieu. Et en fait, là, je trouve que c'est marrant parce que quelque part, ça spoil ce qui va se passer par la suite, c'est-à-dire que la caméra se donne même pas la peine de monter et de faire un plan d'adieu, puisqu'ils vont revenir. Oui, c'est ça. C'est, Donc, en fait, on la va caméra rester n'a dans la pas maison. bougé, on va rester C'est dans la vraiment. maison. Vous en faites pas, on va Ne rester vous dans la inquiétez maison. pas, ouais. on va revenir. Ouais, et ça c'est intéressant. Alors moi je veux quand même revenir sur les inspirations qui me paraissent extrêmement claires de Sam Esmail. Alors Moi aussi, ça me paraît clair, mais je sais pas si on a les mêmes. alors pour moi c'est littéralement du Hitchcock et en fait dans une autre mesure du Shyamalan, mais en fait Shyamalan s'inspire de Hitchcock. Donc moi je pense que la racine vient de là et c'est on va dire soutenu par le fait que son générique absolument somptueux d'intro, en fait c'est un rappel au générique de Saul Bass qui était vraiment un des concepteurs de générique des années Hitchcock et de certains films de Hitchcock. Donc en fait De plus évident d'Hitchcock, il y a cette parodie de scène des oiseaux avec les tracts mais qui bien viennent sûr, attaquer, bien sûr, etc. et qui est ultra puissante comme scène. Ah ouais, parce que- ouais. Mais c'est le Parce que moi, montage. je pensais pas que c'était des tracts en fait. J'ai Oui, pas je vu disais, tout c'est de du suite. Oui, sang, j'avais pas vu au c'est début quoi du mais c'est sang, fait une espèce exprès. de Ah, bien poudre sûr. toxique qui Ouais. essaie de Exactement. manger les gens. Mais en tout cas, Je crois que c'est les chemtrails au début, les fameux chemtrails. et puis la terreur sur son visage est telle Oui. que Ouais. tu peux pas en fait regarder vraiment ce qui se passe. Moi, je rajouterais à ça une inspiration pour moi évidente de Fincher. Oui, c'est parce vrai, que ouais. c'est aussi Mr. Robot avait déjà été comparé à Fight Club dans sa manière de raconter l'histoire, etc. Et il y a un côté soin de la mise en scène froid et implacable que je retrouve Alors, aussi. il y a, beaucoup il y a dans ça, ce film. et il y a aussi le propos nihiliste qu'on retrouve beaucoup chez Fincher. Moi, je trouve que c'est un film extrêmement pessimiste et nihiliste sur l'humanité. D'ailleurs, la première phrase choc, c'est quand même Julia Roberts qui dit I fucking hate people. Et ça, c'est incroyable. Avec comme un début. zoom, qui est Oui, une provocation ultime ouf. au cinéma. On fait pas de zoom au Oui. cinéma. Et il y en mais a c'est trop bien. quelques-uns. Et bien, il y en avait chez Hitchcock. Et c'est vrai que le zoom, moi j'adore quand j'en vois parce qu'on en voit encore chez Wes Anderson, mais on n'en voit pas beaucoup des zooms au cinéma. C'est tellement rare et précieux. Et en plus, ça sert le propos parce que ça l'isole du reste du monde. C'est littéralement ce qu'elle dit. Elle déteste les autres personnes. Et ce zoom vient la mettre que elle. Le quatrième mur aussi. Ah, mais complètement, elle nous Regarde, parle à nous, exactement. Elle Et nous nous, parle à qu'elle nous. déteste, en fait. ouais, mais c'est un Ah, peu bien d'un sûr. certain côté. Puisqu'on Et- regarde Netflix qui via Internet. Et ça va se poursuivre dans le plan post-générique juste après, dans cette scène incroyable dans la voiture où ils sont en train d'aller dans la maison, etc. Où en fait elle regarde la caméra, mais comme elle a des lunettes, elle regarde pas la caméra. Oui, oui, c'est vrai, ouais, Une c'est sorte vrai, de provocation exactement. ultime. C'est assez formidable. Alors moi, on pourrait s'attarder sur littéralement chacune des séquences. Alors pour vous qui nous écoutez, on est peut-être un petit peu décousus, mais je pense que ça fait partie. Mais on l'est dans la vie. Voilà, on l'est dans la vie et on est content de parler de films qui nous ont, j'ai l'impression, plu. Enfin, je sais pas, Floris, ça t'a plu dans l'ensemble? Ça m'a plu, c'est un film qui n'est pas facile à regarder. Il y a des moments, en finissant le film, je me suis dit, est-ce que j'aurais pas préféré, parce que c'est un film qui se passe à côté d'un film catastrophe en fait. Oui, c'est ça. C'est exactement. l'histoire de gens, allez, presque normaux, même s'ils sont dans la classe sociale très élevée. C'est l'histoire de gens très très normaux avec leurs failles de gens normaux. Ils ont tous des failles, il n'y a vraiment pas de héros dans cette histoire-là, qui se trouvent à côté d'un endroit où il doit y avoir une guerre effroyable. Et ouais, je me dis finalement, en tant que spectateur, ça aurait été plus un film bonbon d'aller regarder ces gens qui galéraient dans les. Ouais, dans les- mais ça dans aurait les pas été le destructions, même etc. film. Voilà, Ça et aurait bah, pas c'est du tout été justement le même ce que film, j'ai mais c'est adoré. ce qui est bien, évidemment. Ouais. Dans la plupart des films catastrophes, justement, tu vas avoir les premières minutes où ils comprennent pas trop ce qui leur arrive, ils essaient de comprendre, et c'est vraiment cette partie-là, moi, que j'adore Oui. dans les films catastrophes, qui ne durent pas assez longtemps à mon goût. Et là, tout le film, c'est ça, en fait. C'est 2 heures de, on essaie de comprendre ce qui se passe, et comment on pourrait survivre à ce qu'on ne sait pas ce qui se passe. Il y a déjà totalement, qu'on comprend qu'il se passe quelque chose d'anormal grâce à cette mise en scène, etc. Mais pendant longtemps, je trouve qu'on est bercé entre est-ce que c'est une attaque terroriste? Est-ce que c'est Un escroc qui les piratage? manipule, c'est Est-ce que possible c'est un aussi. escroc Ah oui, qui les oui, bien manipule sûr. parce que lui, il est très menaçant. Enfin, il y a plein de strates de menaces. Et est-ce que c'est aussi l'écologie qui rentre dans le film de manière assez... Elle fait un peu un hold-up du film, l'écologie. Mais dans ce d'ailleurs, sujet-là. c'est un film qui nous parle bien que. Alors, c'est pas le cliché de la nature va reprendre ses droits, c'est plutôt un film qui nous dit qu'on est tous liés parce qu'une cyberattaque ait des conséquences écologiques, ça prouve bien que maintenant on a un tel impact sur notre environnement et que l'un va pas sans l'autre et que d'une autre manière,
la nature quand même gagnera à la fin, ça c'est certain, c'est ce qu'on voit. Le monde après nous, moi je suis pas... Alors, je crois pas que ce soit la nature qui gagne à la Oui, fin, moi, et je suis pas d'accord c'est avec ça. tout l'enjeu de mon titre, dont j'imagine que tu te rappelles, qui est Oui, Guillaume avait Guillaume raison, avait bien sûr. raison, Alors parce pourquoi? que Oui, c'est vrai. gagne à la fin de manière indéniable, c'est le triomphe absolu du support physique. Oui, alors ça, Oui. et c'est pour ça que Et- j'ai appelé ça but de Netflix contre son camp aussi. C'est Exactement. Netflix qui fait quand même l'apologie des supports physiques. Comme Guillaume depuis, c'est pour ça que je trouve que tu as raison là-dessus, parce que finalement Sam Esmail va expliquer, mais je pense que ça porte un propos qui est beaucoup plus large. En fait, en quelque sorte, je l'ai mis en titre quand même, parce que je trouve que ça impose une boucle et une relecture du film. Le fait que ça se termine par cette petite fille qui vient découvrir le DVD de son obsession durant Je pense qu'elle l'intégralité du découvre film. littéralement le DVD, Elle découvre en tant que littéralement le support, DVD. je pense. C'est intéressant parce qu'elle a 13 ans, elle n'a pas connu cette époque des DVD, les Blu-ray, bon bah voilà. C'est une gamine de la génération Netflix qui finit par mettre un DVD, c'est assez fort comme fin. Moi j'ai beaucoup aimé cette fin qui peut être clivante. Est-ce que c'est le moment d'en parler ou pas? Vous avez aimé cette fin? Parce que c'est un peu... On reste un peu sur notre fin justement. J'ai bien aimé cette fin qui laisse, qui ouvre un peu à l'interprétation, et je trouve que moi, alors c'est peut-être ma propre interprétation à moi, mais la fin du film, c'est en gros, il faut rester soudé face à la troisième vague du programme qui est les gens vont s'entre-déchirer, s'entre-tuer, et du coup, toute la clé de la survie, c'est rester soudés les uns aux autres, pouvoir compter les uns aux autres, et j'ai l'impression que le film Friends, justement, la série Friends, te distribuait un peu des petites miettes d'indices C'est intéressant ça. jusqu'à Ouais. la fin, et même à la fin, la dernière phrase, c'est I'll be there for you, Oui. l'intro en fait du générique de Friends. Oui, c'est vrai. Ouais. Et c'est pour ça aussi que j'ai trouvé que le côté animaux, moi, représentait pas plutôt le fait que la nature pouvait reprendre ses droits, mais c'était un peu pareil que ça. C'était tous les animaux s'ensemble. Alors tous les cerfs et toutes les biches de la forêt se remettent ensemble. Pareil pour les flamants roses, pareil pour tous les oiseaux Oui, migrateurs. c'est vrai. Ouais. Trouve- Ouais. C'est un peu rester ensemble pour survivre en fait. Oui, c'est se faire confiance, ce qui n'a pas réussi. Se construit petit à petit d'ailleurs dans l'histoire des personnages. Ah bah totalement. Et je pense que d'une manière plus large, Floris, quelle serait ton interprétation du film? C'est un film qui est fait pour que ce soit difficile d'avoir une interprétation. En réalité, c'est là aussi où Esmail joue souvent avec nous, c'est qu'il nous donne des clés sans nous donner vraiment les clés. Donc le fait est qu'on ne saura jamais vraiment qui est cette menace. Mon interprétation, elle est liée justement à cette petite fille qui me fait un peu reboucler le film, et puis surtout à cette scène de fin qui est un peu le dénouement entre les deux personnages dans la voiture, où il explique, je ne me rappelle plus du nom de son personnage, les deux personnages, d'ailleurs j'ai oublié leur nom. Il y a oh putain, je sais plus, je suis désolé. Mais en fait, moi j'ai Julia Roberts et il y a Ethan Hawke, donc et sa fille. Et On est de très mauvais spectateurs. Si le personnage de Mahershala Ali. Ah, Mahershala Ali, GH. GH, oui, GH, GH, qui est pourtant ouais. pas le George, plus, ouais. pas le plus difficile à retenir. Mm. C'est GH qui en fait un peu a les clés de tout, et c'est lui qui explique. On a l'impression qu'il cède pendant tout le long, et puis finalement là il explique quelque chose. Et c'est ce quelque chose qui me fait revoir le film intégralement, il donne un peu 3 règles. Il donne, en tout cas pour détruire le monde, en gros, Ouais. il dit que son contact qui travaille dans la défense a 3 règles, et que la première des étapes, en 3 étapes en tout cas, la première des étapes, c'est la rupture des communications complètement avec le peuple, etc., ce qu'on voit, et la rupture des transports de flux de people, et puis la deuxième, ça va être le fait que tu dissémines des fake news, que les gens sachent plus du tout ce qui se passe, et puis qu'il y a des attaques incompréhensions un peu partout. Mm. Et puis la troisième, c'est la conséquence, c'est un peu un coup d'État. Et je me disais que finalement, ce film-là, au-delà de montrer une menace qui était extérieure, mais qu'on ne nous nommera jamais, il montre surtout une menace qui est intérieure, parce qu'en fait, cette rupture de communication, elle est mise en scène dans le film par une rupture des antennes, des satellites, de plein de choses, mais en fait, elle existe à l'intérieur des hommes, et elle existe déjà. Et j'ai re-regardé ce matin avant de faire l'émission cette scène-là. En fait, il dit « Je sais pas comment on a pu arriver là », et en gros, je pensais pas qu'on en était déjà là. Et je trouve que cette phrase-là, avant de donner ces 3 étapes, elle donne du sens au film, parce qu'en fait, ce qu'il veut dire, c'est pas qu'on ait une attaque imminente de terroristes extérieurs. On n'en sait rien. Et il y a ce côté... la menace, elle est déjà là parce qu'elle a été intériorisée en nous, parce qu'en fait, on a déjà interrompu la communication. Ce plan magique du début dans la voiture, en fait, Oui, incroyable. Tout le monde a ses écouteurs, Ouais, ouais. tout le monde a quelqu'un d'autre. Exactement. il montre Ouais. qu'en fait, je trouve qu'il y a une double lecture de la technologie, parce que d'un côté, on a l'impression que c'est parce qu'il n'y a plus de technologie que ça crée un problème. Hein. C'est le fait de pirater des infrastructures technologiques que ça crée un problème. Mais en fait, le problème, il est déjà là. Parce que la technologie, elle est présente dans nos vies, et c'est finalement la technologie qui vient couper tous ces personnages entre eux, et ils sont profondément déconnectés, et tout le début du film, jusqu'à un peu cette prise de conscience, et où le personnage de Mahershala Ali vient devenir un peu un héros, et décide de
prendre Oui, la c'est défense du fils, etc. C'est le protagoniste à la fin. C'est le en fait. protagoniste Ouais. à la fin, tout le monde reste un peu des anti-héros et puis Mm. tout le monde va devoir se réconcilier et re-rentrer en contact. Et je trouve que c'est ça que ça nous montre, c'est que la menace elle est déjà là, mais non pas parce qu'elle soit extérieure ou identifiée, mais qu'elle est déjà là parce qu'on est déjà déconnecté de nous-mêmes, on n'est pas déconnecté de la technologie mais de nous-mêmes, et que le salut de l'humanité vient probablement dans notre capacité à se reconnecter, parce que au final quand même, tous les personnages se reconnectent entre eux. Ah oui, Le complètement. frère avec la sœur, la fille de GH se reconnecte avec le personnage de Julia Roberts, Oui, etc. totalement. Tout le monde va se reconnecter, et même quelque part le complotiste vient se reconnecter, alors Oui. en échange d'argent, mais il vient quand même céder alors qu'on s'imagine que peut-être il ne cédera pas. Qui est d'ailleurs au bout d'une Du scène troc. qui a une tension absolument Oui. incroyable. Moi vraiment j'ai trouvé, en plus avec le montage alterné, avec la mère qui cherche sa fille, avec les traces de vélo, j'ai trouvé, d'ailleurs désolé je te coupe, mais ça fait partie des points forts du film, c'est qu'on a peur alors que c'est pas un film d'horreur. Moi je trouve qu'il y a vraiment Complètement. des moments où tu es glacé parce que t'as... Le côté Night Shyamalan, il est Mais très présent aussi complètement. Tous les là-dessus. passages on dans sait la pas. petite cabane creepy là. Oui voilà, ces Mais moi, passages-là. j'étais terrorisé, Mais- alors mais- qu'il se passe rien. Mais c'est ça, mais au-delà de ça même, juste il y a des dialogues qui font peur. Mhm. Quand t'as Mahershala Ali qui quand même côtoie les plus grands visiblement, qui te dit, moi ce qui me fait peur, c'est que je pense qu'il y a personne en charge de tout ça, Oui, elle est et très que très- eux-mêmes savent pas où on en est. Mm. Mais je crois que dire ça à un être humain, c'est un des trucs les plus Ouais. effrayants qu'on puisse dire. Personne Parce n'est que- aux commandes, t'es tout seul. Mais oui, c'est ça, t'es tout seul. Je me la suis noté aussi, et c'est peut-être aussi une des phrases fortes de ce film, quand on sait qu'il est coproduit par Michelle et Barack Obama, et dont C'est on vrai, sait qu'ils, en tout cas, ils annoncent dans le storytelling de la vente de ce film que voilà, ils ont participé presque en conseil pour donner du réalisme à tout ça. Je trouve qu'effectivement, ça porte complètement le propos que personne n'est aux commandes, Eh et oui. elle est terrorisante cette phrase. Et je pense que on est très proche de la réalité avec cette phrase. Je pense Moi aussi. qu'il y a En tout beaucoup cas, ça de gens. trahit ma vision à moi. Je dis pas Ouais. qu'il n'y a pas des trucs qu'on sait pas, mais Non, en tout cas, évidemment. ouais. dans ce que je pense, ça le trahit profondément. Ouais. Et il y a enfin, je trouve que dans Esmail, il y a toujours un peu cette capacité à distiller quelques petites phrases très chocs et qui marquent et qui font des petites prises de conscience. Il y a aussi ce que dit Julia Roberts ce qui lui permet de reconnecter avec la fille de GH, c'est qu'elle est dans la cabane et puis elle vient faire un peu le mea culpa de pourquoi en fait elle est aigrie, parce Ouais. qu'elle fait de la communication et du marketing, et qu'en fait son seul intérêt c'est de comprendre la psychologie humaine pour vendre aux gens des choses dont ils n'ont pas besoin. Mhm. C'est simpliste comme manière de décrire le capitalisme, mais en même Mais, temps très vrai. C'est ça, ouais, c'est Et, clair. et ce film a ce prétexte-là de vendre, enfin, de décrypter le monde tel que je pense Esmail le voit, et les menaces telles qu'il les voit aussi. Alors je pense qu'au-delà de tout ça, moi j'ai une lecture qui est peut-être un peu plus à distance de l'histoire vraiment. Donc pour moi l'interprétation, les gars, c'est plutôt un film qui nous parle des histoires avant tout. Les histoires qu'on nous raconte, alors ça c'est plutôt à travers la propagande du terroriste, comme par exemple ces tracts venus de quel pays on ne sait pas vraiment, des infos contradictoires. Mais on a également les histoires qu'on se raconte parfois pour se protéger bêtement, comme ces histoires de racisme, de préjugés raciaux qui vont un petit peu interférer entre les êtres humains. Ça, c'est des histoires qu'on se raconte nous, mais aussi les histoires qu'on nous raconte à travers la fiction. Et ça, c'est plutôt le rôle qu'a Friends dans cette histoire. Et ça, c'est plutôt positif. C'est l'histoire qui va nous rassurer, nous donner de l'espoir. Et au final, je pense que ça fait partie du message du film. Je me suis beaucoup interrogé sur la pertinence de rajouter une sous-intrigue du racisme entre les blancs et les noirs. Mais qui est pour le coup d'une subtilité remarquable, parce qu'elle ne sera jamais ouvertement raciste, même dans le dialogue Oui, qu'elle peut avoir avec oui, son mari, complètement, etc. Et c'est le racisme juste- latent. C'est vraiment le plus racisme inconnu, en fait. systémique Ouais, de... systémique, latent. Ouais, Enfin, ouais, voilà, c'est ça, le ouais. truc le plus raciste, ça va être peut-être qu'en fait c'est juste les domestiques, quoi. Vraiment, Voilà, c'est la phrase qui fait exactement. prendre conscience C'est que- super raciste. Et en même temps, voilà, donc ça, c'est les histoires qu'on se raconte à nous-mêmes, c'est ces préjugés-là. Et puis ensuite, donc ça, c'est peut-être négatif, mais il vient contrebalancer ça avec quand même sa fin, qui est le pouvoir de la fiction réconfortante, qui est là aussi pour nous donner de l'espoir. Et Friends, c'est ça. Tout le personnage de cette fille, c'est le personnage de l'espoir. Le futur, il est féminin, il est dans l'amitié, ce que tu disais tout à l'heure. Et ces histoires peuvent nous inspirer. Et puis dans la pluralité dans une société qui fait qu'on arrive au final à cohabiter. Moi, je pense que c'est un film qui, malgré son discours de base assez nihiliste, il porte peut-être au final un propos plutôt positif, et il se sert du pouvoir de la fiction au sein du film et dans la fabrication du film pour faire passer son message. Mais j'ai pas une lecture si différente de la tienne. Par contre, je pense que cette lecture-là n'est que l'étape 2. Je pense vraiment que la lecture, elle est très claire. C'est pourquoi il choisit ces étapes-là et qu'il les donne. Je pense vraiment qu'il y a une lecture que tu viens de décrire très bien, mais c'est la partie étape 2, ce sont les fake news, ce sont les histoires qu'on se raconte, qu'on nous raconte, etc. Ouais. L'incapacité de l'humain aujourd'hui, parce que effectivement, comme tu le disais en introduction, c'est un film sur une catastrophe en cours. Ouais. Et c'est pas un hasard, c'est le point de bascule d'un monde aujourd'hui
aujourd'hui. Alors là, c'est imagé sous forme d'une catastrophe et de cette menace extérieure et puis de cette bombe, etc. Parce qu'il faut bien faire un film, mais ce qu'on nous explique, c'est que la catastrophe, elle est en cours. L'étape 2, c'est la difficulté dans l'ensemble des histoires qu'on nous raconte de trouver celle qui est vraie, celle qui a du sens. Et je pense qu'il ne faut pas du tout nier l'étape 1, qui est la déconnexion, mais pas la déconnexion liée à la technologie, etc. Je pense que c'est vraiment la déconnexion des humains par rapport à l'environnement. Et je trouve que ça, c'est très bien servi dans la réalisation d'Esmail, dans tous ces films, en tout cas toutes ces productions audiovisuelles. On va dire ce que les séries sont compris comme des films pour moi, tellement elles sont bien. Oui, c'est sûr. Il y a vraiment la notion de l'environnement, notamment tous ces cadrages, décadrages. Alors il y a beaucoup de plans qui sont débulés, qui sont voilà, mais il y a surtout des champs. Les axes de regard sont jamais bons, rarement bons, oui, tout à comme fait, pour donner une importance colossale à ce qu'il y a à côté, comme pour rappeler que les gens parlent dans un contexte. Parce que souvent, ce qu'on regarde dans le cinéma, c'est voilà, si tu regardes quelqu'un d'un côté, on va voir l'air de ce côté-là. Et là, en fait, les gens sont toujours ratatinés dans les plans, quitte à faire des choses complètement absurdes. Dans les conversations avec Julia Roberts, il y a des plans qui sont complètement absurdes, tellement il va utiliser que 30% de l'image exploitable. Il y a beaucoup chez Esmail aussi une mise en scène de l'architecture, alors qu'elle est très bien servie par cette maison dans les plans d'introduction, mais l'architecture, elle est perçue comme écrasante pour l'espèce humaine. On va tout le temps avoir des plans où les gens ils sont en bas et puis il y a pas le 30% du haut, et c'est vraiment 60% de l'architecture qui vient écraser l'humain qui est petit. Il y a beaucoup de plans zénitales aussi, il utilise les plans zénitaux, je voulais y revenir, je me le suis noté, c'est quand même de base le plan zénital, il signifie un jugement divin que la catastrophe va s'abattre, et c'est vrai qu'on en a plus, j'ai l'impression, au début du film avant que la catastrophe arrive, et ensuite ça s'est un peu plus dilué dans l'histoire, dans la mise en scène, mais ça ferait sens totalement dans le propos qu'au départ il y a un jugement divin, c'est-à-dire que ce sont des personnages désespérés, chacun des personnages est lâche, etc. Et même G.H. qui sera peut-être en tout cas perçu comme le plus héroïque du film, c'est un personnage qui souhaite leur mentir au départ et souhaite les faire partir de sa maison parce qu'il a envie de se réfugier lui, et il n'a pas du tout envie que ces gens-là restent. Donc au départ effectivement il y a la mort va s'abattre sur eux par leur déconnexion au monde qui est montrée et sur la plage et dans la voiture, mais qui est surtout montrée dans l'incapacité de s'observer eux-mêmes. Quand la petite fille voit des cerfs, c'est peut-être la plus vivace, la petite fille. Elle voit toutes les choses avant tout le monde, celle qui voit le bateau, etc. Je pensais même qu'il y avait que elle qui les voyait, tu sais, qu'ils étaient dans sa tête, les cerfs. Ah oui, d'accord. Personne d'autre ne les voit, quoi. Il n'y a pas que elle qui les voit, je crois, dans le film à un moment donné. Non, ensuite il y en a d'autres, mais c'est vrai que. Mais en fait, ils ne voient jamais les mêmes choses au même moment. En fait, c'est la mise en scène d'un monde qui est tellement froid qu'en fait personne n'est connecté. Et à mesure qu'ils se reconnectent les uns avec les autres, sans perdre leur faille, c'est pour ça que je trouve que c'est un film qui est aussi très intéressant d'un point de vue humain, c'est que ce qui est héroïque dans ce film, ce n'est pas de combler ses failles et de devenir un héros, c'est simplement de se reconnecter aux autres. Parce que pourquoi G.H. devient un héros ? Simplement parce qu'il s'est reconnecté avec Julia Roberts et qu'il a envie de la ken. C'est ce que le père de la famille représente très bien, parce que lui, du coup, c'est quand même quelqu'un qui essaye profondément d'être gentil, généreux avec tout le monde et tout. Par contre, la première fois qu'il tombe sur une personne qui a désespérément besoin de lui, il se barre en fait à son espèce de masque de gentillesse. Lui, c'est le lâche suprême. Mais d'ailleurs, il s'appelle Clay. Clay, c'est de l'argile, si je dis pas de bêtises. C'est quelque chose de malléable, c'est quelque chose avec lequel on peut, qui peut s'effriter aussi. Donc c'est intéressant aussi dans le prénom qui a été choisi pour lui. Moi, c'est un personnage que j'ai beaucoup apprécié, et d'ailleurs ça nous fait arriver sur un thème que je voulais beaucoup, surtout sur ce film, aborder, c'est la prestation des acteurs. Je les ai tous trouvés absolument fabuleux. Je sais pas ce que vous en avez pensé, mais alors que ce soit Julia Roberts, Ethan Hawke qui est incroyable, Mahershala Ali qui est comme toujours, alors malgré son nom difficilement prononçable, je n'y suis pas arrivé une seule fois dans cette émission. Voilà, et je me le suis noté, mais je n'arrive même pas à Moi, lire. je l'ai appelé Georges tout le temps. Ça se dit Mahershala Ali, je crois. Et en tout cas, désolé s'il nous écoute, et on sait qu'il nous écoute. Mais on l'embrasse. Et on l'embrasse. Mais ouais, lui, il est impérial comme toujours, et je suis content parce qu'il arrive un peu à sortir de son carcan, parce qu'en fait, il joue souvent les mêmes personnages depuis Moonlight, je dirais. Il est toujours très stoïque et tout, et là, il se déride un peu. On est content de le voir dans justement cette scène pleine de tendresse avec Julia Roberts. Moi, c'est une des scènes que j'ai préférées. La scène de danse, moi, c'est une des meilleures scènes de danse que j'ai jamais vues dans un film. En fait, ils s'éclatent. Tu sens qu'ils sont dans une réalisation en totale confiance. Et vraiment, moi, j'ai adoré cette scène de danse. Je l'ai trouvée incroyable. Pareil. Contrairement à ce que tu dis au début, j'ai aimé que ça s'arrête là. Mais ils ont délivré tout ce qu'ils avaient à délivrer dans cette scène-là. Tous les deux, c'est à la fois plein d'épanouissement personnel et de reconnexion l'un à l'autre. C'est vraiment la mise en scène d'une reconnexion l'un à l'autre. Et à partir de là, c'est à partir de là que lui va devenir un héros, etc. Mais c'est clair. Elle va s'ouvrir aussi au monde, etc. Enfin, je trouve que ça transpire la respiration de confiance, mais aussi parce que je pense que c'est un réalisateur extrêmement perfectionniste et soigneux, mais soigneux au sens presque protecteur de ses cadres, de ses plans, de ses choses. Donc, moi, j'ai vraiment eu l'impression de voir un casting qui s'éclatait à faire ce film. C'est peut-être complètement faux, parce que ça reste des acteurs. Voilà. Peuvent nous faire croire. Leur boulot, c'est de faire croire mais ça. Mais en tout cas, on les sent en confiance,
intense et dans ce film qui en plus, je mets un point là-dessus aussi, à la base je pensais que ça allait vraiment être un huis clos. Oui, pareil. Et en fait c'est un huis clos à ciel ouvert, c'est-à-dire qu'ils sont dans un huis clos, c'est-à-dire le monde, mais c'est le monde au sens large. Et au passage, dans la sortie de ce huis clos-là, il y a une scène exceptionnelle qui est celle des Tesla, que j'avais pas Oui, vue, génial. qui sont pleines de menaces technologiques, mais sans en faire des caisses non plus, enfin au sens... Pas mal. Et j'ai trouvé ça génial aussi comme petite idée qui est très surprenante à ce moment-là. Donc en fait, ce film a beaucoup de choses pour ne pas être un film d'action et donc peut-être provoquer parfois de l'ennui et de l'incompréhension, puisque tout est fait pour nous mettre mal à l'aise et nous faire nous questionner sans nous donner les réponses. Oui. Mais pour autant, il sait régulièrement nous réveiller et nous apporter des choses et nous maintenir dans une tension jusqu'à la fin. Et puis cette caméra qui n'a aucune limite. En fait, moi je me suis dit en regardant le film, c'est typiquement le genre de film auquel on est en droit de s'attendre en 2023. Quand tu as tous ces outils-là, l'outil numérique, la caméra numérique qui a d'ailleurs un piqué absolument extraordinaire avec, ça faisait du bien de voir un bel éclairage aussi, un bel étalonnage et puis des belles lumières sur le plateau. Tout était beau, tout était trop beau aussi, ça faisait partie de ça, je trouve, le décalage il est là-dedans. Je connais rien, ça m'a marqué quand il découvre quand elle visite la maison au début, en fait c'est magnifique. Quoi. Bien sûr. Mais aussi parce que la maison est réellement belle et que il y a beaucoup d'énergie passée à montrer l'architecture et la place de l'homme au sein de cette architecture-là. Et la caméra, elle va épouser l'état d'esprit de ses protagonistes parce que quand Julia Roberts, elle se sent toute heureuse d'être dans cette nouvelle maison, déconnectée du monde, alors tu as la caméra qui virevolte de partout, elle va passer d'une pièce à l'autre avec une fluidité absolument extraordinaire. Et ensuite, dès que ça va partir en couille, là, on va la suivre. On est parfois en shaky cam, même si je dis pas de bêtises, au moment où il y a le bruit atroce là, dans les oreilles de tout le monde. Je trouve que c'est alors c'est pas nouveau d'adapter les mouvements de caméra à l'état d'esprit des protagonistes, mais j'avoue que là ça a été fait avec une liberté. Mais oui, transparaît pour moi, c'est vraiment la liberté dans le plaisir et la liberté de faire ce film, au point que c'est pas du tout une comédie, mais moi il y a plein de moments qui m'ont fait sourire. Pareil, parce que de bonheur de voir des plans beaux. Moi j'adore quand c'est vraiment une manière de nous dire il y avait une vitre. On s'en fout, on passe à travers. Et ça, au début, dans la voiture, mais c'est incroyable. Il le refait dans la maison, etc. Quand t'as cette espèce de plan séquence que je pense que tu viens de décrire, quand Julia Roberts elle passe de pièce en pièce, et que voilà, tu sens qu'elle est épanouie de découvrir cette infinité de pièces. Et en fait, d'un coup, on se retrouve dehors, on n'a pas vu faire. Moi, j'adore cette liberté-là. On sent la caméra légère, comme Julia Roberts doit se sentir légère à ce moment-là. Et je trouve que c'est une réussite de mise en scène. Alors qu'on sait à quel point c'est infiniment compliqué de faire ça. Oui, c'est très dur. Enfin, il y a quand même. Alors, je sais même, j'ai du mal à imaginer, mais je pense qu'il y a toute une machinerie à l'intérieur. Et je pense que beaucoup de cette maison, j'ai vu rien en making-of, mais je pense qu'à la manière de Parasite, beaucoup de cette maison est faite en images de synthèse. En tout cas, il y a des pièces de set un peu partout. Il y a quelques scènes, notamment les scènes d'observation, des scènes, etc., qui sont pour moi très mal faites. Je trouve que dans les effets spéciaux, il y a un peu le bon et le mauvais. Oui, il y a du très bon. J'ai bien aimé, bizarrement, la scène d'explosion. Je l'ai trouvé très réaliste. J'ai cru de ouf. J'ai aimé tous ces plans-là qui sont évidemment des plans truqués. Le paquebot qui arrive aussi et qui s'écrase, le pétrolier, j'ai trouvé réussi. Par contre, les animaux, vraiment, c'est le truc qui m'a le plus perturbé dans ce film. L'apport, enfin, l'émission de l'écologie et de ce thème-là que je comprends comme essentiel aujourd'hui, évidemment, pour les raisons que tu donnais au départ, de finalement tout est lié, la technologie, etc. Et puis pour des raisons que la catastrophe qui nous arrive, pour la deuxième lecture que je fais de ce film, qui est, ce n'est pas une attaque, mais nous sommes nous-mêmes un système qui est en train de collapser. Ça reprend vraiment dans ces règles-là un peu les thèmes de la collapsologie aujourd'hui. Et je trouve que ça sert le propos, mais par contre, c'est difficile à comprendre quand même. Ça ajoute un côté ésotérique au film. Tout est fait pour que ce soit crédible quand même. Et puis ça, là, j'ai du mal à trouver crédible le fait que des serres arrivent, repartent, etc. Je m'y connais pas mal en serre. Honnêtement, c'est pas comme ça que ça se passe. Et ça m'a un peu perturbé, ça m'a un peu sorti du film en me disant, mais voilà, tu t'es demandé à quoi ça sert. À quoi ça sert et pourquoi. Et on va sans doute avoir une explication et on l'a jamais vraiment en fait. Et c'est pas très grave. Moi, je pense que ça fait partie du délire. Je pense qu'on a fait pas mal le tour. Par contre, les gars, je sais pas, est-ce qu'il y a autre chose que vous vouliez aborder avec ce fabuleux film avant de passer aux notes? Moi, je crois que j'ai tout dit. J'étais très heureux de voir ce film sur Netflix. Moi aussi, j'étais très heureux. Juste un mot de comparaison, parce que en le voyant, je trouve que c'est un film qui fait réfléchir et j'aime bien la réflexion que ça porte. Et encore une fois, notamment sur, ok, mais au présent, est-ce qu'on n'est pas déjà dans une catastrophe et qu'est-ce qui peut nous amener? Tous ces sujets de reconnexion, je les trouve extrêmement bien traités, donc je trouve que c'est très pertinent. Il y a eu 2 films cette saison, ou en tout cas dans les 24 derniers mois, on va dire, qui traitaient de ces mêmes sujets-là. Tu parles de Don't Look Up, que j'avais trouvé aussi génial. Moi, j'ai préféré Don't Look Up. J'ai préféré Don't Look Up dans sa capacité à faire prendre conscience en détournant la société. La synthèse parodique de Don't Look Up, elle est absolument exceptionnelle. Et je me suis dit en voyant ce film qu'il venait un peu après.
Et en l'étudiant un peu, je me dis, voilà, c'est pas vraiment le même propos en fait. Il y a un propos qui traite de l'aveuglement des humains et celui-là traite plutôt des humains en eux-mêmes, de leur déconnexion et c'est probablement un sujet un peu différent. Et il y a un autre film auquel ça m'a beaucoup fait penser qui est White Noise avec Adam Driver et je t'invite à le voir parce que White Noise, moi j'avais adoré, c'est génial. Par contre, alors ça reprend un peu ces mêmes thèmes-là, mais par contre c'est un film détonnant d'absurdité. Et White Noise, tu rigoles à chaque plan parce qu'il y a des vannes de réel systématiquement, et notamment parce qu'il y a le bruit blanc aussi. Enfin, voilà, ça m'a beaucoup fait penser à White Noise, peut-être avec une prise de conscience sociale beaucoup plus forte dans le film d'Esmail dont on vient de parler. Avant de passer aux notes, j'ai un truc qui me revient à l'esprit par rapport à l'affaire des serres. Il y a un moment, un personnage qui parle justement de la fille qui voit les serres et qui dit elle était en plein mode Donnie Darko et ils disent ça à un moment et c'est vrai que j'ai oublié d'en parler mais dans les inspirations je pense qu'il y a un peu de Richard Kelly. Alors peut-être que vous connaissez pas le réalisateur. Moi c'est un réalisateur que j'aime beaucoup et qui malheureusement est mal aimé à Hollywood parce qu'il a fait un gros échec notamment. On aura l'occasion d'y revenir dans cette émission un jour mais Richard Kelly il a ce côté un peu spirituel. Il a fait quoi il a fait donc Donnie Darko et il a fait Southland Tales qui était son gros échec. Il a fait The Box aussi avec Cameron Diaz qui étaient des films de dilemme un peu apocalyptiques aussi, comme on peut en retrouver là avec ce film-là, du coup le monde après nous. Donc je pense qu'il y a une grille de lecture en hommage à Richard Kelly aussi légère, c'est mon avis. Pour finir, on passe donc aux notes. Nono, ta note. Moi j'ai bien aimé, je mets 4 sur 5. 4 sur 5, Floris. Film pas facile à regarder, qui nécessite une intensité dans la manière dont on le perçoit. Je mettrais 4 parce que la proposition me paraît extrêmement originale, bien faite, etc. Je pense qu'il peut faire mieux parce que j'ai vu Mr. Robot. Et ben vous faites peut-être exprès, mais c'est aussi la note que j'avais donnée. 4 sur 5, un triplé gagnant. Voilà en tout cas notre avis. Merci beaucoup les gars sur ce super film, Le Monde après nous. Leave the World Behind. On va laisser justement derrière nous ce film et la prochaine fois on va parler de Wonka. On l'attend beaucoup de réalisateurs des deux Paddington que personnellement j'adore. Du coup je vous dis à la prochaine.